Alors, une première question et qui, concerne le titre que tu as choisi, d'utiliser, c'est «Vie et mort». Pourquoi cette ambivalence-là, concernant les bactéries? Tu as voulu insister sur une dimension particulière? Alors en fait, ça fait lien avec cette idée de changement un peu de focale ou de perspective. C'est-à-dire que, heu, le l'œuvre d'art, elle n'a de temporalité d'existence que par un cycle de vie et de mort d'un ensemble bactérien, qui crée un organisme collectif qui va croître et à un moment donné décroître dans l'univers limité que je lui propose. Et en fait, l'œuvre d'art, elle est éphémère et elle n'a de temps de présence, que dans le moment de cette vie-là, et l'humain qui rencontre cette œuvre d'art rencontre un moment de vie et de début de mort, d'un organisme vivant. Et une question qui est souvent évoquée lors de ces installations, c'est, que deviennent les bactéries à la fin? En fait, moi ce que je leur, explique, c'est, qu'elles, Gary a levé son micro. ce que Non, j'explique, c'est que les bactéries, à la fin, elles meurent et qu'elles sont ensuite détruites dans le processus. Et tout à coup, je constate une sorte d'inquiétude très forte de la part du public de la mort de ces bactéries. Et enfin, ça m'interroge toujours de me dire, mais à quel moment vous êtes-vous déjà inquiété de la mort de bactéries dans votre existence? Et donc, le fait là qu'elles soient bioluminescentes, ça les rend tout à coup, euh, euh, on souhaite tout à coup qu'elles ne meurent pas. Et donc, ça me permet, moi, de juste d'évoquer cette question-là et de leur dire, ben voilà, oui, elles meurent. En fait, quand vous lavez les mains aussi, vous tuez des millions de bactéries à chaque instant. Et en fait, qu'est-ce qui fait que là, ça vous touche? Et en fait, comment est-ce que le fait que ça vous touche, ça peut aussi faire en sorte que des choses par lesquelles vous pensiez ne jamais être touché, puissent éventuellement vous toucher. Et donc, c'est un peu sur cet axe-là que je joue. Et, euh, et moi-même, dans ma démarche, ça me touche, cette question-là, même si on pourrait dire ce ne sont que des bactéries. Ça m'interroge toujours quelle forme de réciprocité je peux intégrer dans cette démarche-là pour ne pas être seulement dans une forme d'instrumentalisation utilitaire de ces formes de vie, mais aussi de me demander dans quelle mesure est-ce que ces bactéries m'utilisent aussi d'une certaine manière pour en fait servir leur but qui est de constamment se développer, de créer des nouvelles colonies et d'arriver à en fait se déplacer, se mouvoir, être visible dans différents endroits. Et comment est-ce que ça transforme aussi moi ma manière d'interagir avec le vivant. C'est ce changement de focale dans vie et mort d'une bactérie lumineuse qui m'a intéressé. C'est utiliser des mots très forts pour parler d'un organisme qu'on pourrait considérer comme très accessoire, et de montrer que la luminescence, c'est une affaire de vie et de mort pour beaucoup d'organismes. Et dans quelle mesure est-ce que nous, on a tendance à oublier que on est aussi dans des contextes de vie et de mort, que notre vie a des implications sur la mort d'autres vies, de la vie d'autres vies, etc. Donc, comment est-ce qu'on se replace en tant qu'humain dans ces réseaux du vivant? oui, oui, c'est très intéressant, Jérémy. Alors, si je comprends bien, enfin, l'un des comment dire? L'une des perspectives à donner, est-ce que ce serait pas de former une forme d'attachement à, justement une forme de vie qui n'est pas anthropomorphique, pour le coup? C'est-à-dire quelque chose d'un peu étrange qui ne nous ressemble pas, mais qui pourtant pourrait être source d'attachement. C'est ça. En fait, je travaille sur beaucoup de choses en parallèle. Je travaille aussi sur l'attachement qu'on a au corps charismatique comme les grands cétacés. Et en fait, ça m'intéresse de voir comment est-ce que les baleines en fait, provoquent une fascination immédiate qui est parfois source de réflexes pas toujours vraiment
conscient ou réfléchi dans nos interactions au vivant. Et en fait, comment est-ce qu'avec une bactérie, je peux arriver à mobiliser le même type d'affect, mais différemment, qui vont venir émerger différemment dans une construction intellectuelle et affective différente. Et en fait, comment est-ce que dans ce grand écart entre les baleines et les bactéries, on peut en fait construire un attachement à l'océan qui brasse de manière très large l'imaginaire de chacun et de chacune, et qui permet au public en fait de construire son propre imaginaire et de ne pas être tout de suite figé dans des images très archétypales ou très stéréotypées. Mais la bactérie permet, à partir en effet, comme vous dites, du fait que c'est un attachement pour quelque chose de très peu attachable a priori, d'imaginer toutes sortes d'attachements potentiels par la suite, quoi, et toutes sortes de partenariats. J'aime bien parler de partenariats. C'est pour ça aussi j'essaye de développer différentes formes bioluminescentes multiples, pour voir quel type de partenariat on serait souhaitable et attachante avec la bioluminescence pour en fait ouvrir un peu les affects vers d'autres formes comme vous dites, d'affection, d'attachement au vivant. Très bien. Gerline, merci de ta patience. Vas-y, pose ta question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci et désolée pour le bruit que j'ai fait tout à l'heure. Non, mais pas de souci, Gerline. Oui, je m'appelle Gerline Sulzenbacher, je suis membre de l'association ARCAM et je suis biologiste qui utilise la cristallographie pour étudier les vivants. Et donc, Jérémy, vraiment merci pour ton intervention qui montre très bien comment science et art sont intimement liés. Et juste pour faire revenir sur la cristallographie, la bioluminescence est due à des protéines qui se trouvent dans ces bactéries dont tu parles, qui ont une chimie très particulière qui leur permet de produire cette bioluminescence. Et c'est profondément étudié par des cristallographes qui ont pu vraiment déceler les bases moléculaires de ce phénomène. Et ces découvertes ont permis maintenant d'utiliser ces molécules dans plein d'applications imagerie pour découvrir mieux les fondements du vivant. Et voilà, c'était juste pour faire un lien avec la cristallographie. Et encore merci, Jérémy. Merci, Gerline. Alors, en fait, Gerline, j'allais poser cette question, donc c'est très bien, tu l'as anticipé. Mais alors, pour poursuivre quelques instants là-dessus, est-ce qu'on comprend, enfin, quelle est l'utilité pour la bactérie de cette luminescence? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'y en a aucune qui a été démontrée scientifiquement avec certitude. En revanche, ce qu'on sait, c'est que en fait, la bioluminescence a coévolué dans l'histoire du vivant avec les perceptions, les yeux des planctons, des poissons. Donc, en fait, les yeux et la bioluminescence ont coévolué ensemble pour correspondre. C'est-à-dire que les yeux des organismes sous-marins des profondeurs, en général, sont sensibles à une longueur d'onde qui est celle de la bioluminescence en question. Donc, en fait, elle est visiblement très importante pour arriver à percevoir des choses. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a plein de manières différentes d'être bioluminescent. On peut faire des flashs, on peut faire des vagues de lumière, on peut avoir des schémas sur le corps, comme la bioluminescence, comme les bactéries, pardon. On peut avoir une bioluminescence qui est un glow, c'est-à-dire que c'est une luminescence qui est plus faible, mais qui est constante, homogène et qui dure longtemps. Et en fait, il semblerait que les bactéries donc se développent sur de la matière organique en décomposition qui va des surfaces vers les fonds marins, que en colonisant cette matière organique, notamment les déjections animales ou quoi, en fait, elles vont donc se nourrir de matière organique, et dans ce processus-là de se nourrir, elles vont se mettre à luminescer tout de suite. Et cette luminescence qui est imperceptible à l'œil humain va être perçue par d'autres organismes marins qui vont du coup savoir qu'il y a une source de nourriture là où il y a de la lumière.
comme la nourriture est assez rare en grande profondeur, le fait d'être capable de repérer rapidement des sources de matière organique est fondamental. Et donc, ils vont pouvoir consommer cette matière organique recouverte de bactéries, ce qui fait que les bactéries vont pouvoir coloniser les intestins de ces organismes marins et qui vont pouvoir ensuite être déplacés et rejetés ailleurs par les déjections de ces organismes-là. Donc, c'est un peu pour à la fois se déplacer, mais en même temps, elles sont là comme un signal publicitaire qui dit ici, il y a de la nourriture, venez vous servir. Et il semblerait que, par exemple, il y a des phénomènes assez exceptionnels, comme les cadavres, je fais le lien du coup avec les baleines, les cadavres de baleines qui coulent au fond de la mer, semblerait-il, en tout cas, se recouvriraient de bioluminescence par processus naturel de décomposition. Et donc, on aurait dans les abysses potentiellement des cadavres lumineux de baleines qui viennent attirer toutes sortes de faune benthique, des poulpes, des congres, des requins, etc., qui viendraient se nourrir du cadavre grâce au fait qu'il s'éclairait de bioluminescence. Et alors du coup, je continue sur cette veine-là. Évidemment, enfin, il me semble que tu as surtout évoqué cette bioluminescence, mais dans le milieu aquatique. C'est aussi un choix. Enfin, il y a quelque chose derrière ce choix, parce que finalement, il me semble que la bioluminescence existe aussi dans l'air, non? Alors oui, il y a quelques exemples, il y en a peu en vérité. Donc il y a les lucioles qu'on connaît bien, il y a quelques coléoptères, donc scarabées qui font de la lumière, notamment en Amérique du Sud. Il y a des vers de terre qui font de la luminescence, il y a des champignons, mais c'est à peu près tout. Grosso modo, ça c'est assez peu développé dans l'air, puisque dans l'air, en fait, on a eu beaucoup d'autres stratégies. Ça c'est en fait pourquoi la mer, pourquoi l'océan? Parce que ça s'est développé de manière tout à fait majeure dans l'océan et étant donné la coévolution des espèces vis-à-vis de ce phénomène, ça semble être un élément absolument crucial de communication et ça me permettait moi de me placer dans un milieu qui soit un milieu complètement obscur, sans relief, sans aucune manière de créer, en fait, de percevoir l'espace tel que nous, on le perçoit humain. C'est-à-dire qu'on est habitué quand même à avoir une source de lumière fixe qui est le soleil, avec des corps opaques qui font des ombres. Et en fait, dans cet espace à 3 dimensions, entre une source lumineuse homogène, des corps opaques et un sol plat, en fait, on arrive à construire ce qu'on appelle espace, ce qu'on appelle une image, tout ça. Donc dans l'océan, en fait, le fait de se plonger dans un lieu complètement obscur, sans relief, sans aucune manière de se repérer, ponctué de lumières qui sont éphémères, changeantes, volatiles, visqueuses, qui ont toutes sortes de formes, ça permettait de renverser complètement notre perception de ce qu'on appelle espace, de ce qu'on appelle image, et donc de se placer dans un référentiel où la lumière et l'événement visuel a une toute autre signification que sur la terre ferme. Oui, oui. Je comprends d'autant plus que je réfléchis avec toi, hein, si tu permets, mais il me semble que du coup, la bactérie qui est pas forcément considérée comme je dirais un organisme vers lequel tu aurais envie d'aller, fait que ce phénomène lumineux devient quelque chose d'attirant et de très positif pour une bactérie. Finalement, la lumière valorise l'être vivant qui le produit. Oui, oui. Et moi, ça me permet de questionner aussi notre rapport humain à la lumière et de mettre aussi en perspective notre fascination pour les images, notre fascination enfin, aussi, il y a une forme de quelque chose qui peut être assez de l'ordre de l'anecdote, mais que je trouve amusante à questionner, c'est notre hypnotisation face aux écrans, le fait qu'un écran de lumière va nous attirer autant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'attraction de la bioluminescence dans le vivant, la lumière, que ce soit pour une phalène, un papillon de nuit, une ampoule par un papillon de nuit, ou nous, humains, qui sommes attirés par des enseignes lumineuses, par des écrans, par le cinéma, par exemple, par des films. En
En fait, il y a quelque chose qui est peut-être pas du tout de l'ordre de la causalité, ni de l'ordre de l'enchaînement phylogénétique, c'est-à-dire de l'évolution du vivant, mais qu'on peut imaginer de manière artistique et créative en se disant, tiens, est-ce que l'humain ne porte pas encore des traces de cette coévolution de la bioluminescence dans son cerveau, où quelque part, il y a encore quelque chose d'archaïque dans cette attirance pour la lumière. Et est-ce que dans cette forme d'archaïsme, non pas pour relever des formes de déterminisme chez l'humain, mais au contraire, pour révéler chez l'humain des endroits où il peut correspondre avec des organismes aussi éloignés de lui que peut être une bactérie, mais en se disant, tiens, on a quelque part peut-être quelque chose de commun qui nous rassemble, qui est venu du fait qu'on existe sur la même planète et qu'on a eu à un moment donné les mêmes intérêts. Et donc, en fait, est-ce qu'on peut retrouver ces intérêts communs pour, en fait, ensemble, de manière multispécifique, créer un lieu où chacun y retrouve son intérêt commun. Donc, c'est un peu ce lien-là que j'essaye de construire, qu'il soit inventé ou qu'il ait des formes de justification biologique. Peu m'importe, l'idée c'est comment est-ce que ça peut produire un effet pour favoriser, comme vous disiez tout à l'heure, l'attachement et le soin et le fait d'organiser des partenariats avec des espèces multiples. Et pour revenir dans la classe, c'est un phénomène complexe à mettre en œuvre. On peut développer des bactéries bioluminescentes dans un En aquarium? fait, c'est assez simple en vérité. La base est assez simple. D'ailleurs, c'est souvent fait par le MIO de proposer à des classes de le faire eux-mêmes. En fait, si vous prenez un poisson dans n'importe quel étal de poissonnerie, que vous le laissez pourrir au frigo, il va se recouvrir de bactéries bioluminescentes. Parce qu'en fait, elles sont présentes partout dans la mer. Tout poisson qui sort de l'eau en a sur lui ou dans lui. Donc, s'il commence à pourrir, c'est-à-dire qu'il commence à être consommé par les bactéries, elles vont se développer. Et il y a des grandes chances pour que vous développiez des bactéries bioluminescentes qui s'en trouvent dessus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est avec un petit coton-tige ou un truc, frotter le poisson, frotter une boîte de pétri avec dessus un milieu nutritif qui est préparé dans le laboratoire avec de la gélose, vous frottez dessus, et en fait, vous allez voir des petites taches de bioluminescence qui vont apparaître dessus. Là, vous prélevez la petite tache et vous la réensemencez sur une autre gélose, et vous allez pouvoir faire développer une colonie bactérienne bioluminescente assez facilement. Bien, ben, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention et j'allais dire cet éclairage, hein. Je ne fais pas de mauvais humour, mais vraiment très, très intéressant, Jérémy. Et je pense que, en tout cas, la façon dont tu as d'en parler montre à quel point justement ce sujet te passionne et justement que tu arrives à partager cette passion.